D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fière d'avoir bâti une vie ancrée dans la responsabilité et l'attention. Jeune homme, j'ai appris la valeur de la persévérance et de la discipline de mon père, contremaître d'usine qui ne laissait jamais passer une seule journée de travail. Il m'a appris que la réussite n'était pas une question de chance, mais de se montrer présent chaque jour, prêt à donner le meilleur de soi-même. Quand j'ai rencontré Ellie à l'université, j'ai eu l'impression que le destin avait récompensé mes années d'efforts. Elle était ambitieuse, gentille et avait le don d'illuminer chaque pièce où elle entrait. Dès le début de notre relation, il était clair que nous construisions quelque chose de spécial, quelque chose d'assez solide pour résister aux inévitables épreuves de la vie. J'ai toujours cru que notre amour était inébranlable. Ellie et moi étions mariés depuis 6 ans, et nous étions enfin sur le point de voir tous nos efforts récompensés. Dès le début de notre mariage, nous avons suivi un plan d'épargne rigoureux. Aujourd'hui, nous avons enfin économisé suffisamment pour verser un acompte sur une maison, et nous sommes impatients d'en faire un foyer avec des enfants. Je m'appelle Harvey Randolph. Je suis consultant en cybersécurité, ce qui me permet de travailler à distance, car je n'ai pas besoin d'un bureau physique. Quand on me pose des questions sur ma relation avec Ellie, je réponds que nous partageons un amour et un engagement profond et indéfectible. Je parle de notre confiance mutuelle, de la valeur de notre connexion et de notre lien profond, confiant et passionné. Grâce à notre amour, à notre stabilité financière et à notre rêve commun de fonder une famille, j'étais certain que notre avenir était assuré et prometteur. Nous avons souvent vu d'autres couples en difficulté, voire se séparer, et nous étions rassurés par le fait que notre relation était différente, solide et à l'abri de tout ce qui pourrait la fragiliser. Mais les illusions n'apparaissent pas du jour au lendemain. Elles s'enracinent discrètement dans l'esprit et se transforment en convictions que l'on ne remet jamais en question. J'en suis convaincue. Ellie travaillait comme directrice régionale pour une entreprise technologique nationale. Son employeur était en pleine expansion et venait d'embaucher un nouveau vice-président du bureau de Manhattan. Richard Jones, diplômé de l'Ivy League et à l'attitude assurée, avait le don d'afficher son autorité et son statut pour dominer son équipe. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à douter de mes convictions. Depuis l'arrivée de Richard 3 mois plus tôt, le comportement d'Ellie à la maison avait changé. Elle était devenue distante, irritable et moins aimable. Elle attribuait son humeur au stress au travail. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai fait de mon mieux pour être un mari compréhensif, patient, lui apportant des fleurs, organisant des sorties dans ses endroits préférés et écoutant ses inquiétudes. Un soir, lors d'une conversation chargée d'émotions, Ellie s'est confiée sur son nouveau patron. Elle a décrit Richard comme un homme autoritaire et arrogant qui mettait tout le monde à cran avec une pression constante. Je lui ai suggéré de démissionner, mais elle m'a dit qu'elle avait postulé pour une mutation et qu'elle pensait que partir maintenant ne serait pas envisageable compte tenu de nos projets pour la maison. Elle voulait attendre un peu plus longtemps pour voir comment les choses se déroulaient. Ellie m'a assuré qu'elle avait de fortes chances d'obtenir sa mutation grâce à sa maîtrise des logiciels de l'entreprise et à sa bonne réputation au siège. Son poste actuel l'obligeait à se déplacer dans d'autres succursales 3 fois par mois. Mais elle pensait qu'il ne resterait qu'1 ou 2 voyages avant que le transfert ne soit finalisé. C'était il y a 6 semaines et 3 voyages. Le transfert n'avait pas eu lieu et les tensions à la maison n'avaient fait qu'augmenter. Ellie me traitait désormais davantage comme une colocataire que comme un mari. J'ai exprimé mon mécontentement, mais elle m'a demandé de la patience, insistant sur le fait que les choses s'amélioreraient depuis que Richard était devenu plus aimable avec son équipe. Ses collègues ont supposé que la direction lui avait peut-être demandé d'améliorer le moral au bureau. Ellie, elle aussi, croyait toujours que le transfert était possible. Je voyais bien qu'elle faisait des efforts pour être plus gentille à la maison, mais elle restait sèche avec moi. Elle ne souhaitait pas avoir des relations intimes plus de 2 fois par semaine. Et même là, cela ressemblait plus à une obligation qu'à la relation amoureuse que nous partagions autrefois. Vendredi soir, elle est rentrée et m'a annoncé qu'elle se rendait au siège social en Californie pour 2 nuits avec son manager, Richard Jones. Elle m'a dit que ce voyage lui permettrait de clarifier les choses concernant son transfert. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que son stress provenait de la pression que Richard exerçait sur elle pour qu'elle ait une relation avec lui. À 28 ans, Ellie était magnifique, 1,70 m, mince, avec des traits saisissants et un visage angélique et chaleureux.
Jusqu'à ces 3 derniers mois, elle ne m'avait jamais donné la moindre raison de me sentir mal à l'aise. J'ai découvert plus tard que lorsque Richard a commencé ses avances inappropriées, elle l'a fermement repoussé. Son ego blessé et l'humiliation qui a suivi étaient la source de son stress au travail. Il s'agissait clairement d'un cas de maltraitance, et pourquoi elle ne s'est pas confiée à moi ni ne l'a signalé au RH reste un mystère. Lorsque Richard a réalisé que ses premières tactiques ne fonctionnaient pas, il a changé d'approche. Il a commencé à flirter, à la complimenter, à la taquiner et à lui faire de belles promesses sur son avenir au sein de l'entreprise. Après plusieurs déjeuners ensemble et des conversations personnelles sur son mariage et son intimité, il a réussi à la convaincre d'envisager une relation avec lui, ne serait-ce qu'une fois, en présentant cela comme quelque chose qui pourrait influencer positivement sa carrière. Le poids de cette trahison imminente, combiné à sa culpabilité, a transformé Ellie en quelqu'un que j'ai eu du mal à reconnaître. Elle a commencé à me rejeter la faute, me présentant comme le problème pour justifier sa décision et apaiser son sentiment de honte. Nous n'avions pas eu de relation intime depuis 2 semaines, et elle a rejeté toutes mes tentatives de rapprochement. Je ne m'en dis pas d'affection, mais je lui ai clairement fait comprendre que si les choses ne s'amélioraient pas rapidement, nous allions au-devant de graves problèmes. Elle m'a rassurée en me disant que tout rentrerait dans l'ordre rapidement et m'a demandé du temps pour gérer son stress lié au travail. Je l'aimais profondément et je voulais arranger les choses, mais je me sentais impuissante. Je lui ai dit que je lui laisserais jusqu'après son voyage pour faire le point et sauver notre mariage. Notre 7e anniversaire approchait, et j'essayais sans cesse de reconstruire ce que nous avions avant, mais mes efforts pour raviver son affection se sont heurtés à l'indifférence. L'après-midi de son départ, je suis rentrée tôt pour lui faire la surprise d'une boîte de ses chocolats préférés, espérant que cela lui rappellerait combien je l'aimais et combien je voulais réparer ce que nous perdions. Je savais qu'elle avait pris un jour de congé pour faire ses valises et qu'elle prévoyait de partir pour l'aéroport à 15 heures. Je suis rentrée à midi, souriant, impatient de la surprendre et de lui exprimer mon amour. En entrant, je l'ai appelée dès que j'ai franchi la porte d'entrée. Mais à ma grande surprise, la maison était vide. Je me suis dirigée vers la chambre où j'ai vu ses bagages sur le lit, ainsi qu'une robe élégante accrochée à côté. Ellie était toujours fière de son apparence, sûre d'elle et de son sens de la mode, et j'avais toujours apprécié son apparence. Seule dans la chambre, je l'ai appelée sur son portable pour savoir où elle était. Sa réponse était froide et sèche. « Bonjour, que voulez-vous » a-t-elle dit, son irritation évidente. Son ton était blessant. Malgré tous mes efforts pour renouer le contact, j'avais l'impression d'être juste une source d'agacement pour elle, quelqu'un qu'elle ne voulait pas fréquenter. Eh bien, c'est une façon élégante de lui dire bonjour, ai-je répondu. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et voir comment se passait ta journée. Je sors déjeuner avec ma sœur. Tu sais, je pars pour l'aéroport à 15 heures. Tu as besoin d'autre chose ? Rétorqua-t-elle, stupéfaite par son air dédaigneux. Je lui ai simplement souhaité un bon vol et j'ai raccroché sans dire au revoir ni « je t'aime », comme d'habitude. Je me demandais si elle avait seulement remarqué le changement. Blessée et frustrée, je me suis assise sur le lit à côté de sa valise, essayant de comprendre tout ça. Son ton, sa froideur. Tout cela me semblait inacceptable. Ma colère bouillonnait tandis que je fixais mon téléphone, pensant à quel point elle était devenue distante. Je ne voulais pas attendre son retour, alors j'ai décidé de quitter la maison. Alors que je me levais pour partir, quelque chose de violet a attiré mon attention dans sa valise ouverte. Je n'avais jamais fouillé dans les affaires d'Ellie auparavant, mais pour une raison inconnue, j'ai ressenti le besoin de regarder de plus près. J'ai fouillé dans la valise et j'ai pris un sac plastique contenant l'objet violet. À ma grande surprise, il s'agissait d'un paquet non ouvert de lingerie violette transparente, une nuisette Babydoll, un string, un soutien-gorge, des bas nylon et un porte-jartelles assorti. Elle n'avait rien porté de tel pour moi depuis plus de 2 ans. Il était clair qu'elle avait intentionnellement emballé ces articles pour quelqu'un d'autre. Une révélation esséhurante m'a frappée. J'ai fouillé plus profondément dans sa valise et trouvé un petit sac CVS glissé dans une poche latérale. À l'intérieur se trouvait une boîte protectrice. À cet instant, tout a cliqué. Son comportement froid, son manque d'intimité, son attitude distante, tout cela avait pris sens.
Les choses avaient changé depuis qu'elle avait commencé à voyager avec son patron Richard 3 mois plus tôt. Je savais que je détenais la preuve d'une liaison. Elle avait emballé ses articles pour quelqu'un d'autre, probablement Richard. La vérité était indéniable, et avec elle, une vague de lucidité m'a envahi. Je ne voulais plus participer à cette trahison. Déterminée, je suis descendue à mon bureau, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire un court mot. Tremblante de colère, j'ai écrit « Ellie, j'espère qu'il apprécie ta lingerie. Maintenant, tout s'explique pourquoi tu as changé ces derniers mois. Il est clair que tu ne me veux plus. Ne t'inquiète pas. À ton retour, je serai partie et tu ne me reverras plus jamais. Si j'avais su que tu étais capable de me trahir ainsi, je ne t'aurais jamais épousé. Comme on dit, il faut vivre et apprendre. La seule chose dont je suis reconnaissante, c'est que tu ne seras jamais la mère de mes enfants. C'est une bénédiction que nous ayons attendue pour fonder une famille. Peut-être que Richard peut t'aider, Harvey. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau, sorti la graffeuse et soigneusement sorti la lingerie de son emballage. J'ai agrafé le mot directement sur le tissu délicat, m'assurant qu'il soit impossible de le manquer. Puis j'ai soigneusement remis le tout dans sa valise, exactement comme je l'avais trouvé. Je me suis assuré qu'il n'y avait aucune trace de mon passage, j'ai pris mes clés et je suis allé dans un restaurant du coin pour être seule. J'avais besoin de temps pour réfléchir et de manger quelque chose pour apaiser mon estomac noué. J'ai retrouvé ma sœur Jenny pour déjeuner parce que j'avais besoin de partager ce que j'allais faire avec quelqu'un. Que ce soit de la culpabilité ou de la peur, je savais que je pouvais lui faire confiance. Le stress était accablant et j'avais besoin de me décharger avant de perdre la tête. Après avoir passé commande, je me suis confiée et je lui ai tout raconté. Une fois terminé, je me suis sentie soulagée. La colère de Jenny était palpable, elle me fixait comme si j'avais perdu la tête. Pourquoi risquez-vous votre mariage pour ce type? Vous m'avez déjà dit que c'était un imbécile et qu'il vous harcèle depuis des mois. Pourquoi ne démissionnez-vous pas ou ne le signalez-vous pas au RH pour maltraitance? Jenny, j'ai appris à mieux le connaître le mois dernier. Il traverse un divorce difficile et reporte ses frustrations sur tout le monde. Mais récemment, il a été très gentil. Il m'a demandé de le garder une seule fois, et pour une raison que j'ignore, j'ai accepté. On prévoit de le faire pendant ce voyage, et il a promis qu'on n'en reparlerait plus jamais. En plus, il a dit qu'il m'aiderait à obtenir une promotion. Alors, tu vas trahir Harvey, le garçon que tu aimes depuis la fac, pour avoir une chance d'en avoir une. Tu te rends compte qu'il te manipule, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça, Jenny. En fait, je me sens mal pour Richard, et je sais que c'est ce dont il a besoin. De plus, Harvey ne le saura jamais, et tout rentrera dans l'ordre quand je rentrerai. Attends. Harvey m'appelle. Je dois prendre ça. Bonjour. De quoi as-tu besoin, Harvey? Je déjeune avec ma sœur. Tu sais déjà que je pars pour l'aéroport à 15 heures. Y a-t-il autre chose que tu dois savoir? Très bien. En rangeant mon téléphone dans mon sac, j'ai remarqué que Jenny me fixait d'un air dégoûté. Irritée, je me suis tournée vers elle et lui ai demandé sèchement, « Quoi, Ellie? Tu viens vraiment de parler à ton mari? Comme ça? C'est la chose la plus irrespectueuse que je t'ai jamais vue faire. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi parles-tu, Jenny? Tu te rends compte que tu viens de parler à Harvey? Tu as complètement pété les plombs? Jenny, je ne sais pas de quoi tu parles. C'était juste un coup de fil rapide. Tu as décroché et tu as dit, que veux-tu? Sais-tu comment mon mari réagirait si je lui parlais comme ça? Et tu as raccroché en disant, as-tu besoin de savoir autre chose? Non, au revoir. Non, je t'aime. Non, tu vas me manquer. Qu'est-ce que tu crois qu'il a ressenti? Ellie, sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive? Je m'inquiète de ton jugement et de ton comportement. Oh mon Dieu, je ne savais pas que je lui parlais comme ça. Je l'ai dit, non? À quoi pensais-je? Ellie, je crois que cette liaison que tu prépares te trouble l'esprit et met en péril ton mariage. Tu me disais à quel point tu en avais marre qu'Harvey pointe du doigt les problèmes de votre couple et que tu l'ignorais. De mon point de vue, j'ai l'impression que tu sabotes ton mariage et que tu le traites mal pour justifier ta culpabilité.
Oh mon Dieu, tu as raison. J'ai été horrible de passer ma frustration sur Harvey. Je dois le rappeler et m'excuser. Tu veux un peu d'intimité? Non, reste ici. Ça sonne. Zut, il ne répond pas. Peut-être qu'il est occupé. Il répond toujours à mes appels. Je vais essayer. Encore une fois. J'espère qu'il répondra cette fois. Toujours pas de réponse. Ellie, envoie-lui juste un texto. Zut. Il est énervé. Et je ne lui en veux même plus maintenant. Et je suis censée partir dans moins de 2 heures. Bon, ma sœur, tu ferais mieux de t'excuser et de te reprendre. Ce que tu prévois avec Richard est une très mauvaise idée, et tu dois arrêter avant de tout gâcher. Toi et Harvey êtes si bien ensemble, et vous êtes sur le point de fonder une famille. Réfléchis Ellie. Je sais que tu as raison, mais je ne suis pas sûre de pouvoir arrêter maintenant. Ce n'est qu'une fois et ensuite tout redeviendra normal à la maison et au travail. Richard traverse une période difficile avec son divorce et il a vraiment du mal. Il a promis que ce serait la seule fois et il dit que je lui rappelle tellement sa femme. Ça l'aiderait. Tu sais qu'il te manipule, n'est-ce pas? Ellie, ne sois pas si naïve. Non, Jenny, je vois bien qu'au fond de lui, c'est quelqu'un de bien. Sa femme se bat pour garde exclusive et tentative de le détruire financièrement. Quand il s'est confié à moi, j'ai ressenti sa douleur et on a sympathisé. J'ai l'impression que je dois faire ça juste pour cette fois après tout ce qu'on a partagé. Lui as-tu seulement parlé de ton propre mariage ou de la façon dont Harvey te traite? Après un long silence, baissant les yeux vers ses mains, Ellie dit doucement, j'ai peut-être mentionné les plaintes d'Harvey et notre manque d'intimité. Ellie, tu es stupide et tu ferais mieux d'espérer qu'Harvey ne découvre jamais que tu as partagé des détails personnels de ta relation et de la sienne avec un autre homme. Franchement, Ellie, je pense que tu as déjà dépassé les bornes. Et si Harvey découvre ça, ton mariage est définitivement en danger. Tu ne vois pas à quel point c'est dingue et que tu risques tout? Écoute, je comprends ton point de vue et tu as raison, c'est pourquoi ça n'arrivera qu'une seule fois. Je réalise maintenant comment j'ai traité Harvey et quand je rentrerai de ce voyage, je me rattraperai. Il ne le saura jamais et ça n'arrivera plus. Je n'en parlerai plus jamais, car ça s'effacera de mon esprit. Ce sera oublié. Tu te fais vraiment des illusions. Tu t'apprêtes à être avec un autre homme et tu penses que tu l'oublieras après. Je te le dis, ça va te changer. Ça va changer ta façon de voir ton mari. Rien de bon ne peut en sortir. Je t'en prie, réfléchis. Jenny, j'apprécie ton inquiétude, mais je suis une femme adulte et je peux gérer ça toute seule. Enfin, ce n'est qu'une fois. Harvey ne le saura jamais. Et comme on dit, pas de mal, pas de gaffe. J'espère que tu sais ce que tu fais. Mais je veux que tu te souviennes de ce que je dis. Tu fais une grave erreur. Réfléchis avant de faire quelque chose que tu ne pourras jamais revenir en arrière. Tu seras à jamais une femme infidèle, et j'espère que tu pourras vivre avec ça. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Et dans 2 semaines, tu verras un Harvey heureux, et nous travaillerons à fonder notre famille. Je suis bouleversée et je me sens très mal à ce sujet, car je sais que ça ne finira pas bien. Et en tant que ta sœur, je ne veux pas que tu fasses ça. S'il te plaît, annule ton voyage, quitte ton travail et présente tes excuses à Harvey pour ton comportement récent. Harvey est aussi mon ami, et s'il apprend que j'étais au courant, il ne me parlera plus jamais. Merci, Jenny. Je t'aime et j'apprécie ton inquiétude. Je vais réfléchir à ce que tu as dit, mais je dois quand même partir en voyage. Je parlerai à Harvey et m'excuserai pour mon mauvais comportement avant de partir cet après-midi. Ses émotions étaient inhabituelles et importunes. Assise dans un box de notre restaurant local, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont, en quelques mois seulement, mon mariage était passé du bonheur à la destruction totale. Je me suis essuyé les yeux à plusieurs reprises, déterminée à ne laisser personne voir la douleur et la vulnérabilité que je ressentais. Au début, je ne ressentais que de la colère. Mais en réfléchissant à mes pensées, ces sentiments se sont transformés en tristesse et en chagrin, tandis que la réalité de ma perte s'imposait. La femme que j'adorais autrefois et le mariage que je chérissais n'étaient plus que de lointains souvenirs. Alors que je continuais à digérer tout cela,
mes émotions se sont transformées en humiliation et en un profond sentiment de trahison. Comment avait-elle pu me faire ça, à moi et à nos vœux? Que avais-je fait pour mériter ça? Pour la transformer en quelqu'un capable de me trahir ainsi? J'étais sûre d'une chose, je ne pourrais jamais lui pardonner. Je ne resterai jamais avec quelqu'un qui voulait être avec un autre homme. L'orgueil ne le permettait tout simplement pas. Je sais que certains de mes amis ont survécu à des liaisons, les ont surmontées et ont pardonné à leur partenaire. Mais ce n'était pas mon histoire. Soudain, ma colère a repris lorsque mon téléphone a sonné et que j'ai vu le nom d'Ellie s'afficher à l'écran. Je n'avais aucune intention de répondre. Le temps des conversations était révolu. Le mari doux et dévoué qu'elle avait connu autrefois était parti. Elle avait réveillé en moi quelque chose qui ne pouvait plus jamais se rendormir. Richard avait réservé des places en première classe pour leur long vol vers la côte ouest, espérant impressionner Ellie. Cependant, pendant le vol, il a remarqué sa détresse lorsqu'elle lui a dit que son mari ne la rappelait pas et ne répondait pas à ses messages. Sentant son hésitation et ses doutes, Richard a rapidement changé de tactique, utilisant l'image du mari blessé pour la ramener à lui. Il lui a commandé un Bloody Mary et l'a encouragé à se détendre, lui assurant que tout irait bien. Ellie, calme-toi. Je suis sûre qu'il y a une bonne explication. Peut-être qu'il est en réunion ou qu'il ne peut tout simplement pas répondre maintenant. Il te rappellera. De toute façon, rien n'a changé. Rien n'est encore arrivé et tout va bien. Après notre retour de voyage, je veux que tu prennes un peu de repos et que tu reprennes contact avec ton mari. Honnêtement, j'aimerais avoir une femme aussi aimante que toi. Mon ex ne me laisse même pas parler à mes filles, et c'est dévastateur. Tu es une épouse merveilleuse, Ellie, et je sais que tout s'arrangera. Ellie remarqua la larme dans ses yeux lorsqu'il mentionna ses filles, et une fois de plus, elle s'adoucit, se laissant prendre par son jeu émotionnel. Après son deuxième verre, elle se concentra sur ses propres soucis pour le consoler, lui prenant la main dans la sienne tandis qu'il lui déversait ses sentiments. Richard, quant à lui, vit ce moment comme la confirmation qu'il la tenait exactement là où il la voulait. Pour lui, tout cela n'était qu'un jeu calculé, une occasion de manipuler et de dominer. Il prenait plaisir à ses conquêtes, sachant que ces femmes emporteraient le souvenir de leur infidélité dans leur mariage, érodant leur respect pour leur mari tout en revivant l'expérience. Pour Richard, la satisfaction ultime résidait dans les rencontres où il rencontrait plus tard les maris de ces femmes, savourant le pouvoir secret qu'il exerçait sur elles. Une obsession perverse nourrissait son ego et faisait de lui un dangereux manipulateur. À leur arrivée à l'hôtel, Ellie fut surprise à l'accueil lorsqu'elle réalisa qu'une seule chambre était réservée pour le voyage. En quittant le comptoir, elle se tourna vers Richard, perplexe. « Je n'ai pas de chambre, dit-elle. »« Ellie, nous en avons discuté, » répondit Richard d'un ton posé. « Nous avons convenu que ce voyage serait notre moment ensemble, et après, plus jamais. Profitons simplement de cette expérience unique, comme promis, hésita Ellie. « Je croyais que tu avais dit que ce ne serait qu'une fois, Richard. »« Je ne sais pas, du calme, Ellie, dit-il d'un ton posé. Un voyage, pas une seule fois. Jusqu'à notre retour, tu es à moi, juste pour l'instant. Fais comme si tu étais ma femme, et je te traiterai comme la princesse que tu mérites d'être. Personne ne le saura, et cela restera notre petit secret pour toujours. » En entrant dans la chambre, le cœur d'Ellie se serra d'un coup en remarquant le lit king size. Elle réalisa que, pour la première fois de son mariage, elle allait partager un lit avec un autre homme. Cependant, cette culpabilité fut bientôt remplacée par une bouffée d'excitation inattendue. Ses émotions contradictoires la laissèrent étourdie, la poussant à sortir sur le balcon prendre l'air. Richard, perspicace comme toujours, rangea discrètement leur sac dans le placard avant de la rejoindre sur le balcon surplombant l'océan Pacifique. « N'est-ce pas relaxant ? J'ai choisi cette chambre parce que je savais que tu adorerais la vue sur l'océan, » dit-il chaleureusement. Ellie hocha la tête, une larme aux yeux. « Oui, c'est magnifique. » Richard se tourna vers elle, plaça doucement une main sous son menton et leva son visage pour le regarder dans les yeux. Leurs regards se croisèrent un instant avant qu'il ne l'embrasse doucement sur les lèvres. Ellie hésita, mais lui rendit son baiser, qui se transforma rapidement en une étreinte passionnée. Pendant un bref instant,
elle resta perdue dans ses pensées. Mais la réalité la frappa, s'écartant doucement et souriant maladroitement. Richard voyait qu'il se rapprochait de son objectif, mais il savait qu'il ne fallait pas se précipiter. Il lui sourit en retour, persuadé que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne cède complètement. « C'était sympa, Ellie, dit-il d'un ton désinvolte. On a une réservation pour dîner dans 2 heures, et je suis sûr que tu as besoin de temps pour te préparer. Je vais à la salle de sport pour une petite séance d'entraînement et je reviens bientôt. » Ellie hocha la tête en silence, le regardant prendre sa tenue de sport et quitter la pièce. Une fois seule, elle s'assit sur le lit, l'esprit en ébullition. Elle avait besoin de parler à Harvey pour s'excuser de la façon dont elle l'avait traité plus tôt et s'assurer qu'il allait bien. Elle l'aimait profondément et souhaitait plus que tout que ce voyage se termine afin qu'ils puissent réparer leur relation et avancer ensemble. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle composa son numéro, espérant qu'il décrocherait et la rassurerait par son amour. Mais l'appel resta sans réponse. Ellie sentit son estomac se nouer d'anxiété, sachant qu'il était encore bouleversé après leur dernière conversation. Désespérée de combler le vide, elle lui envoya un message sincère. « Harvey, mon chéri, je suis tellement désolée pour la façon dont je t'ai traité plus tôt dans la journée. J'ai passé une mauvaise matinée et je me suis défoulée sur toi. Pardonne-moi et je te rattraperai en rentrant. Tu me manques terriblement et je veux que tu saches que je t'aime et que j'ai hâte de fonder une famille ce week-end. Appelle-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'entendre ta voix. » Après avoir pris une grande inspiration, Ellie entra dans la douche chaude, se rasa les jambes et se lava soigneusement les cheveux. En sortant, elle admira son reflet dans le miroir en pied, impatiente de porter la nouvelle tenue qu'elle avait achetée. Pendant la demi-heure qui suivit, elle se maquilla et se coiffa avec soin, obtenant un look de soirée glamour et spectaculaire. Elle était ravie du résultat, ses longs cheveux tombant magnifiquement en cascade, et oublia un instant le message qu'elle avait envoyé à Harvey, se concentrant uniquement sur sa tenue. Ses pensées revinrent brièvement à Harvey, imaginant comment elle porterait la même robe pour lui à son retour. Pendant ce temps, Richard était encore en pleine course sur le tapis de course tandis qu'Ellie allait chercher dans son sac à vêtements une courte robe de cocktail noir. Cette pièce audacieuse, choisie spécialement pour ce voyage, avec un décolleté qui mettait ses courbes en valeur, était un choix audacieux. Ce soir-là, elle décida d'oser et de se passer de soutien-gorge. La jupe courte, associée aux nouveaux talons qu'elle avait achetés, allongerait ses jambes et les rendrait encore plus sexy. Après avoir admiré la robe quelques instants, elle récupéra sa lingerie. Elle posa tout soigneusement sur le lit, y compris la lingerie qu'elle prévoyait de porter pour Richard ce soir-là. Elle ouvrit soigneusement une nouvelle paire de collants noirs transparents, les enfila sur ses jambes lisses et sur le string noir élégant qu'elle avait choisi. Laissant tomber le soutien-gorge, elle enfila la robe et enfila ses talons, ajustant le tissu pour que sa poitrine ferme et ronde soit parfaitement couverte. Devant le miroir en pied, elle sourit de satisfaction en voyant le reflet d'une femme confiante et magnifique. De nouveau, ses pensées se tournèrent vers Harvey, l'imaginant lui enlever amoureusement la robe et raviver leur complicité. Ellie jeta un coup d'œil à l'horloge et réalisa que Richard allait revenir d'une minute à l'autre. Elle commença à ranger, ramassant la lingerie sur le lit pour la ranger dans le placard. En attrapant le sac Victoria's Secret, elle remarqua qu'il était légèrement ouvert et en désordre. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et trouva un morceau de papier agrafé à l'un des articles délicats. Déconcertée, elle sortit la lingerie et déplia le mot. Son cœur se serra à la lecture du message manuscrit, et son monde entier sembla s'écrouler en un instant. Figée sur place, elle fixa le mot, incapable d'en saisir le poids. La réalité de ses actes la frappa comme un raz-de-marée. Soudain, des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle tombait à genoux, la tête dans les mains. Sur le tapis, elle sanglotait sans retenue, submergée par un mélange insupportable de culpabilité, de douleur et de regret. Prise de panique, Ellie appela Harvey et laissa un message vocal tremblant. « Harvey, j'ai bien reçu ton message et je te jure qu'il ne s'est rien passé. Je n'ai rien fait. Crois-moi. C'était une terrible erreur et je t'aime. Appelle-moi. J'ai besoin de te parler. Il ne s'est rien passé. Promis. Appelle-moi, s'il te plaît. » Ne la rappelant pas, elle envoya plusieurs longs SMS,
tous plus désespérés les uns que les autres. Elle s'assit dans le fauteuil surdimensionné près du lit, se balançant d'avant en arrière, rongée par la peur et le regret. Lorsque Richard entra dans la pièce, il remarqua immédiatement son état de détresse et sentit que ses plans s'effondraient. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» demanda-t-il. « Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas ta chérie. À cause de toi, j'ai peut-être détruit mon mariage avec l'homme que j'aime. Tu m'as manipulé pour ça, et maintenant il est parti. » Ellie se calma. « De quoi parles-tu ?» Le regard de Richard suivit sa main tremblante jusqu'au mot posé sur le lit. En le lisant, un sourire narquois s'afficha sur son visage, submergé par une satisfaction malsaine. Jouer avec la vie des maris et séduire leurs femmes était son exaltation malsaine. Son psychisme pervers, né du départ de son père de sa mère pour une autre femme, l'avait poussé à trouver du pouvoir en ruinant la vie des autres. À ce stade, coucher avec Ellie ne lui importait même plus. Le mal était fait, et cela suffisait à alimenter son sentiment d'accomplissement malsain. Cependant, la mettre au lit serait un bonus. Il décida de la laisser pleurer avant de passer à l'action. Il comptait la convaincre que, puisque son mari craignait déjà le pire, autant profiter de ce qu'ils avaient commencé. Ce serait une cellule difficile. Mais ses succès passés en matière de manipulation féminine lui donnaient confiance. Mais Ellie n'avait plus l'intention de jouer le jeu. Sans un mot, elle retira ses talons et commença à retirer sa robe, ignorant complètement la présence de Richard. Richard, supposant qu'elle cédait, se leva et retira son pantalon, impatient de ce qui allait se passer. Cependant, Ellie se contenta de lui jeter un coup d'œil, puis rit froidement. « Tu te fais des illusions si tu crois que je vais m'approcher de toi. Je rentre chez mon mari pour réparer ce désastre que tu as contribué à créer. » L'expression de Richard se transforma en rage lorsqu'il comprit qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait. Son ton devint sec et colérique. « Que j'ai provoqué. Sérieusement ? C'est toi qui as accepté. Tu as quitté ton mari et décidé de passer le week-end avec moi. Je ne t'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Regarde la robe que tu as portée ce soir. » Il hurlait presque, « Prends-moi. Si tu aimais vraiment ton mari, tu n'aurais jamais accepté ça. Admets-le. Tu as choisi d'être là et tu as choisi de ruiner ton mariage. Espèce d'abruti. Comment oses-tu me parler comme ça ? Tu n'es qu'une brute arrogante et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu as ruiné mon mariage heureux et je ne sais pas comment je pourrais un jour me faire pardonner par Harvey ou me reprendre. Si les rôles étaient inversés, je divorcerais et lui pourrirais la vie. Je te déteste pour ce que tu as fait. Richard, furieux, rétorqua. Oh, bien sûr. Tout est de ma faute, non ? Ce baiser que tu m'as donné tout à l'heure dit la vérité. Tu l'as adoré. Tu en voulais plus et tu le sais. Tu voulais que je te prenne pour te donner ce dont tu rêvais et bouleverser ton monde. Arrête de faire semblant du contraire. Le visage d'Ellie exprimait le choc, mais Richard continua, la voix pleine de venin. Admets-le déjà. Arrête de me reprocher ton choix de tromper l'homme que tu prétends aimer. Tu ne me convaincras jamais que tu l'aimais vraiment. Pas quand tu as si facilement accepté de le trahir. Tu n'es pas différente des autres. Tu voulais un peu d'excitation à côté, tant que tu ne te faisais pas prendre. Mais quand les conséquences te rattrapent, soudain, c'est ma faute de t'avoir séduite. Laisse-moi tranquille. C'est toi qui m'as laissé te séduire. Tu as accepté ce voyage et prévu de coucher avec moi. Si tu aimais vraiment ton mari, tu aurais dit non 100 fois. Tu n'as même pas protesté pour rester dans la même chambre. Ouais, tu dois vraiment l'aimer. Je n'imagine pas ce que tu ferais si tu n'aimais pas ce pauvre type. Honnêtement, il a de la chance de découvrir maintenant, avant que tu commences à avoir des enfants, que tu n'es pas digne de confiance. Les mots de Richard ont frappé Ellie comme un train de marchandises. Même si elle le détestait, elle a compris qu'il avait raison. Elle avait fait ses propres choix et personne ne l'avait forcée. Elle aurait pu arrêter ça à tout moment, mais elle ne l'a pas fait. Sa sœur l'avait même avertie, mais elle ignorait tous les drapeaux rouges. Maintenant, le poids de sa trahison l'a complètement frappée et elle n'était pas sûre de ce qui faisait le plus mal. Accepter que Richard avait raison ou sachant à quel point elle avait blessé Harvey.
Embellée de culpabilité et de remords, Ellie a fait aller ses sacs et s'est dirigée vers le hall. Désespérée de partir, elle a demandé au concierge de l'aider à réserver un vol de Reday. Elle avait besoin de voir Harvey pour lui dire combien elle l'aimait et a expliqué que rien ne s'était passé. Après 20 minutes d'appel téléphonique, elle a appris qu'il n'y avait pas de siège disponible sur des vols ce soir-là. Vaincue, elle a réalisé qu'elle était coincée à San Diego jusqu'au matin où elle pourrait prendre un vol qui la ramènerait à la maison vers 18h. Ce n'était pas assez tôt, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle a pris les dispositions à contre-cœur et est retournée dans sa chambre, promettant de faire les choses correctement au moment de son retour. Réalisant qu'elle n'avait pas de chambre à l'hôtel, Ellie a paniqué. Le concierge, remarquant sa détresse, a proposé d'aider. Elle a assuré à Ellie qu'elle pouvait sécuriser une chambre et avait juste besoin d'une carte de crédit pour finaliser la réservation. Ellie a remis sa carte et s'est assise, son esprit course. Elle a commencé à penser aux 3 derniers mois, réfléchissant aux paroles de Harvey de sa note. Cela lui a frappé à quel point elle était devenue distante en tant qu'épouse, maltraitant Harvey à cause de sa propre culpabilité et en éliminant sa frustration et son stress sur lui, l'homme qu'elle aimait vraiment. Lorsque le concierge est revenu, son expression s'est excusée. « Je suis désolée, Madame Randolph. Ta carte a été refusée. En avez-vous une autre ? » Refusée. Oh mon Dieu, cela ne peut pas se produire. Ici, essayez celui-ci. Ellie balbutiait, remettant une autre carte. Après que les 2e et 3e cartes ont également été refusées, Ellie a réalisé la vérité. Harvey avait annulé leur compte conjoint. Son cœur coulait. Elle se sentait piégée, incertaine de son prochain déménagement. L'idée de retourner dans la chambre de Richard était insupportable. Elle préfère rester debout toute la nuit dans le hall jusqu'à son vol du matin. Sans autres options, elle a avalé sa fierté et a appelé sa sœur. « Bonjour. »« Salut, Jenny. »« Je suis vraiment désolée de vous déranger, » a dit Ellie, sa voix tremblante. « C'est bon, sœur. Que se passe-t-il » Ellie s'est couchée en larmes dès qu'elle a entendu le voyage de Jenny. « J'aurais dû vous écouter. Harvey ne répond pas à mes appels ou aux SMS, et je pense qu'il a canalisé nos cartes de crédit. Pour la nuit et je saisirai le vol du matin de retour. Pensez-vous que Harvey me pardonnera ? Je ne sais pas, Ellie. Avez-vous entendu quelque chose de lui ? Non, mais je l'ai laissé tant de messages. Je lui ai dit que rien ne s'était passé. Eh bien, bonne chance. Mais honnêtement, le fait qu'il savait ce que vous prévoyiez de faire et que vous alliez toujours en voyage, cela n'a pas l'air bien. Si vous voulez qu'il revienne, continuez d'essayer de l'atteindre et demandez le pardon. Je ne savais pas si elle avait déjà vécu avec Richard ou non, mais son intention était claire, et c'était suffisant pour moi. Elle prétendait m'aimer, mais elle est partie avec un autre homme, prévoyant pleinement d'être intime avec lui. Je n'allais pas fonder une famille avec quelqu'un comme ça ou rester mariée avec elle. Le lendemain, j'ai éteint mon téléphone, je suis sortie de l'appartement et j'ai conduit à Austin, au Texas, où j'avais déjà plusieurs opportunités d'emploi. Sur Facebook, j'ai changé mon statut en célibataire et publié une photo que j'ai créée en utilisant l'IA. Combinant des images en ligne d'Ellie et Richard marchant ensemble et tiennent en main, je l'ai légendé, le nouvel amour de Lee, Richard Jones. Elle m'a laissé pour lui et j'ai demandé le divorce. Elle n'était pas la seule cible de son comportement. Dans son regret, elle s'est assurée d'exposer la vérité à sa femme et a partagé des détails sur la façon dont il a poursuivi les femmes au travail. Richard allait faire face à des troubles importants dans sa vie très bientôt devant le tribunal. « Monsieur Wills, où est votre client ?» Harvey était censé assister au tribunal le jour de son procès en divorce, mais lorsqu'il n'a pas comparu, le juge est devenu visiblement frustré et a exigé une explication de son avocat. Joshua Wilkes, son avocat, a admis qu'il ne savait pas où était Harvey, mais a assuré au tribunal qu'il arriverait sous peu. Le juge a annoncé une récréation de 15 minutes, avertissant que si Harvey ne se présentait pas, elle le tiendrait en outrage au tribunal. Joshua a immédiatement appelé le téléphone portable de Harvey et a rapidement réalisé que son client n'avait aucune intention d'assister à la session obligatoire. Harvey a affirmé qu'il était coincé dans la circulation. Lorsque le juge est revenu, Joshua se leva pour s'adresser à elle.
Votre honneur, mon client est coincé dans le trafic et fait de son mieux pour arriver ici, a-t-il expliqué. C'est malheureux, a répondu le juge. J'ai d'autres cas sur le dossier d'aujourd'hui. Votre client est maintenant en mépris et j'impose une amende de 1000 $. Après avoir examiné le dossier, je commande également 3 sessions de conseil à la fin de la prochaine date d'audience dans 60 jours. Faites-le clairement à votre client. S'il ne parvient pas à assister à des conseils ou à sauter une autre date d'audience, je le condamnerai à 30 jours de prison et imposerai une amende supplémentaire. Comprenez-vous ma décision? Oui, votre honneur, a répondu Joshua. Plus tard, Joshua a sévèrement réprimandé Harvey, soulignant la gravité des ordonnances du juge. Harvey a initialement résisté à l'idée d'un conseil obligatoire, mais a finalement accepté, déclarant qu'il se conformerait si cela signifiait finaliser le divorce. C'était la première fois qu'Ellie voyait Harvey depuis son erreur dévastatrice de poursuivre Richard. Elle a couru vers lui avec des bras tendus, espérant la réconciliation, pour être écartée et ignorée. Luttant pour se composer après que la vague de larmes que son rejet a déclenchée, le conseiller a commencé la session. Ellie a commencé par déverser ses sentiments. Elle a dit à Harvey à quel point elle l'aimait, s'est excusée abondamment et a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas réalisé les conséquences de ses actions. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais vécu avec quelque chose de physique et était rentrée chez elle dès qu'elle a réalisé ce qu'elle faisait. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suppliait son pardon. Quand c'était au tour de Harvey de parler, il a commencé par une question. Docteur, juste pour clarifier, vous vous attendez à une honnêteté totale de nous deux pour que ces séances soient significatives, n'est-ce pas? Oui, Harvey, le conseiller a répondu. Vous avez tous les deux accepté de terminer l'honnêteté, et c'est une session sans faute. Il est crucial pour vous deux de parler ouvertement et honnêtement. Merci, docteur. Harvey se tourna vers Ellie, rencontrant ses yeux pour la première fois depuis qu'elle était partie pour son voyage. Son cœur battait la course, la douleur et la trahison qu'il se sentait se précipiter en arrière pendant qu'il parlait. C'est difficile pour moi, Ellie, mais je veux que tu sois honnête. Tu dis rien ne s'est passé avec Richard, que tu n'as pas dormi avec lui, et que je devrais simplement te pardonner et passer à autre chose. Est-ce correct? Les larmes ont fait des yeux dans ses yeux, mais elle a réussi un sourire faible. Oui, Harvey. Rien ne s'est passé. Quand j'ai lu votre note, je me suis réalisé ce que je faisais, mais je suis restée chez vous. Vous n'êtes pas le genre de femme qui serait avec un autre homme. Il n'a pas répondu, laissant sa main suspendue maladroitement jusqu'à ce qu'elle le tire en arrière. Je sais que tu n'es pas, Ellie, continua Harvey. Mais parce que je te connais, je sais aussi que tu ne prendrais pas un autre homme au lit à moins qu'il n'y ait un lien. À moins que tu ne ressentis des sentiments pour lui. Ai-je raison? Le visage d'Ellie est tombé en réalisant ce qui allait arriver. Elle hésita, sachant qu'elle ne pouvait pas le nier sans se contredire. Admis tranquillement, a-t-elle admis. Eh bien, oui, mais je ne l'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Harvey soupira. Je t'aimais aussi, Ellie. C'est ce qui rend cela si difficile à traiter. Oui, je considère ce que vous avez fait en affaire. Laissez-moi vous demander, avez-vous passé du temps seul avec lui? Avez-vous déjeuné ensemble ou décidé de prendre un verre après le travail? Ellie a changé inconfortablement. Nous avons travaillé ensemble, alors oui, c'est arrivé. D'accord, assez juste. À vrai dire, maintenant, avez-vous déjà marché avec lui en vous tenant la main? Ellie ne pouvait pas se résoudre à rencontrer son regard. D'une voix à peine audible, elle a répondu, oui, je suis désolée. Je ne t'ai pas entendu. Tu as tenu la main avec lui? Oui, dit-elle, sa voix tremblante. Mais je ne l'aimais pas. Tu as dit ça clair, Ellie. Je sais que tu ne l'aimais pas, mais dis-moi, tu l'as jamais embrassé? Je veux dire, l'embrasser vraiment avec passion? La voix d'Ellie a craqué en avouant. Une fois, je le jure. Harvey ne pouvait pas l'expliquer, mais toute la douleur, la colère, la blessure et l'humiliation qu'il avait tenues ont finalement trouvé sa libération sous la forme de larmes. Son aveu a déclenché un flot d'émotions, et pendant qu'il parlait, les larmes coulèrent sur son visage, trempant sa chemise et son tour. Harvey, un homme fort qui n'a jamais pleuré,
a été vaincu. Quand Ellie a vu cela, cela l'a frappée d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. À travers les larmes, Harvey la regarda droit dans les yeux et posa calmement une question de plus. Ellie, une dernière question. Si je n'avais pas envoyé cette note avec la lingerie que vous aviez prévu de porter pour lui, auriez-vous vécu avec lui et couché avec lui cette nuit-là? Ellie se figea, visiblement mal à l'aise, évitant la réponse alors qu'elle regardait ses larmes continuer à tomber. Après un moment de silence tendu, le conseiller est intervenu. Ellie, il est important de tout sortir maintenant en plein air. C'est un espace sûr. Veuillez répondre à la question de Harvey. Ellie a finalement parlé, sa voix tremblante. Harvey, je t'aime et je n'ai jamais voulu te blesser, mais si tu ne m'avais pas arrêté avec cette note, j'aurais fait la plus grande erreur de ma vie et couché avec lui. Vous m'avez sauvé et j'en en serai toujours reconnaissant. Bébé, nous devons rester ensemble. Harvey, toujours en larmes, s'est tourné vers le conseiller. Docteur, c'est pourquoi je ne peux pas rester marié. Son intention complète était d'être avec lui. Que cela se soit produit ou non n'a pas d'importance pour moi. L'intention seule est suffisante. Si elle pouvait le faire une fois, je sais qu'elle pourrait le refaire dans les bonnes circonstances. Je refuse de vivre avec ça, je me penche sur moi. Pour le reste de ma vie, je me souviendrai qu'elle prévoyait de me trahir, qu'elle l'a choisi au-dessus de notre mariage. Je me demandais toujours si elle le voulait toujours ou si elle planifiait autre chose. Non, elle a terminé ceci au moment où elle est montée dans cet avion, pleinement consciente de ce qu'elle allait faire. Au cours des 3 prochaines semaines, Harvey a terminé les séances de conseil requises. 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé, mais non sans appel téléphonique et plaidoyer constant d'Ellie à reconsidérer. Sa famille, son père, sa sœur et même des amis communs se sont joints à eux, le poussant à arrêter le divorce et à lui donner une autre chance. Ils ont tous insisté sur le fait qu'il réagissait de manière excessive parce qu'elle n'avait pas vraiment dormi avec Richard. Harvey a essayé d'expliquer ce qu'il ressentait, mais à leurs yeux, il était déraisonnable. Ils lui ont dit qu'il devait pardonner son erreur et sauver leur mariage. Elle l'aimait, ont-ils dit, et il agissait enfantin. Ils ont insisté sur le fait qu'il était temps pour lui d'être un homme et de la reprendre. Finalement, Harvey en avait assez. Après une trop d'accusations sur son ego, il a dit à chacun d'eux de rester en dehors de sa vie et de ne plus jamais le contacter. Frustré, il a pris des emplois contractuels à travers le pays, a quitté la ville et n'a jamais regardé en arrière. Ellie a continué à appeler et à mendier son pardon, laissant des messages plaidant pour une autre chance. En fin de compte, Harvey a dû bloquer son numéro pour couper complètement les liens. Il a supposé qu'elle avait finalement accepté sa décision. Il lui souhaitait bonne chance, espérant qu'elle trouverait un autre partenaire, et plus important encore, qu'elle avait appris sa leçon sur la loyauté. Près d'1 an s'est écoulé depuis cette journée terrible, mais je n'avais pas oublié Richard. À ce jour, je travaillais à travers le pays sans lien avec mon ancienne vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre mon plan de vengeance en mouvement. Avant de partir, j'avais mis en place un lien distant vers mon Internet à domicile, ce qui me donnait accès à l'ordinateur portable d'Ellie. Elle avait l'habitude de rentrer du travail à la maison, de se connecter à son VPN d'entreprise pour envoyer des rapports, puis de fermer simplement le couvercle de l'ordinateur portable, en supposant qu'il soit déconnecté automatiquement. Avant de m'éloigner, j'ai exploité la faible sécurité de son ordinateur portable pour obtenir un accès à distance. Étant donné que son système est souvent resté connecté à l'entreprise Internet via VPN, ce n'était pas difficile. Des pratiques paresseuses avaient laissé son ordinateur vulnérable, quelque chose sur lequel j'ai capitalisé dans ma ligne de travail. C'est une source constante de revenus pour moi, donc je ne devrais probablement pas me plaindre, mais je m'égare. Une fois que j'avais accès, j'ai composé un email soigneusement conçu à Richard. Il comprenait un kit racine intégré dans un lien auquel il ne pourrait pas résister. L'email a semblé venir d'Ellie avec un message qui disait « Richard, vérifiez-les et faites-moi savoir à quoi je ressemble ». Connaissant sa nature, j'étais convaincu qu'il cliquerait sur le lien. Les logiciels malveillants intégrés se répandaient tranquillement à chaque serveur que Richard pouvait accéder, en attendant mes instructions alors qu'il ne verrait qu'un message d'erreur. Il y a de fortes chances qu'il essaie de l'ouvrir plusieurs fois, d'échouer et de l'intention de lui demander à Ellie. Le lendemain.
Effectivement, le prédateur a pris l'appât, en cliquant sur le lien et en m'accordant sans le savoir l'accès au réseau interne de l'entreprise. J'ai rapidement supprimé toutes les traces de l'email du compte d'Eli, effacé les journaux d'accès à distance, et j'ai veillé à ce qu'il enquêtait, il ne trouverait rien d'inhabituel. Avec un peu de chance, leur personnel rejetterait les irrégularités mineures et passerait à d'autres priorités. J'ai attendu une semaine avant de passer à l'étape suivante. En utilisant un VPN et un routage via des serveurs distants dans 8 pays différents, j'ai commencé à installer divers programmes sur le serveur d'entreprise de Richard pour aider à mon travail. En quelques heures, j'ai eu accès à leurs fichiers les plus précieux, au téléchargement des dossiers financiers, des salaires des employés, des conceptions d'ingénierie et des demandes de brevets en instance. La propriété intellectuelle vaut des millions. Avec les données critiques en main, j'ai décidé de m'amuser un peu aux frais de Richard. En utilisant son ordinateur de travail, je l'ai signé pour plusieurs sites web pour adultes, dont 2 notoires sur le web profond et sombre. Ayant accès à ses informations personnelles via son ordinateur, j'ai facilement utilisé sa carte de crédit et ses coordonnées bancaires pour terminer les inscriptions. Pour m'assurer qu'il ne le remarquerait pas, j'ai mis en place un programme pour rediriger tous les messages de ces sites vers un dossier caché sur son ordinateur auquel seul je pouvais accéder. De cette façon, il resterait parfaitement inconscient de ce qui se passait. Pendant que j'ai planté les graines du chaos dans sa vie professionnelle et personnelle, dans le dossier caché, j'ai stocké des dizaines de fichiers illégaux, des diagrammes d'entreprise et des documents d'ingénierie sensibles, commençant mon plan pour brûler Richard. Au cours du mois suivant, j'ai utilisé son compte de messagerie de l'entreprise pour envoyer des documents confidentiels aux meilleurs concurrents, en joignant des billets demandant quand les paiements à son compte seraient transférés. Après avoir envoyé les emails, je n'ai effectué qu'une suppression de base, sachant que le manque de compétences techniques de Richard le conduirait à croire que les fichiers avaient disparu. Cependant, toute enquête révélerait rapidement les preuves. Ensuite, j'ai utilisé son ordinateur pour envoyer du matériel explicite au site web surveillé par les autorités fédérales. Au cours d'une semaine, j'ai téléchargé plus de 100 fichiers, en veillant à ce que le FBI en prenne note. Simultanément, j'ai pris des dispositions pour qu'un associé plante un lecteur USB contenant un contenu illégal supplémentaire dans l'appartement de Richard. En 2 jours, ils ont réussi à infiltrer l'espace et à quitter l'appareil. Un autre élément de mon plan se met en place. Tout au long du processus, j'ai méticuleusement couvert mes pistes en utilisant des VPN, plusieurs serveurs distants et mon expertise en cybersécurité pour me ranger toutes les connexions. 10 jours plus tard, l'inévitable s'est produit. Une équipe de 6 agents du FBI a pris d'assaut le bureau de Richard lors d'une réunion avec le président de l'entreprise. Outils dessinés. Ils ont crié « FBI, personne ne bouge ». La scène surréaliste a laissé le personnel du bureau gelé sous le choc alors que les agents prenaient le contrôle de l'espace. Un agent a annoncé « Nous avons un mandat d'arrêt contre Richard Jones et un mandat pour un accès complet au serveur de votre entreprise. Nous enquêtons sur les crimes fédéraux et avons besoin d'un accès immédiat aux services informatiques. » Le président, furious, a donné à Richard un regard de dégoût avant de mener les agents à l'équipe informatique. Malgré les manifestations du président, le FBI a confisqué les serveurs et les données de l'entreprise, fermant efficacement les opérations. Les nouvelles des raids se sont propagées rapidement et les concurrents n'ont pas perdu de temps à saisir l'opportunité de contacter les clients de l'entreprise. Avec mon aide, les actions de Richard ont mis l'entreprise à genoux, conduisant à son licenciement et à un procès ultérieur déposé contre lui. Le procès fédéral de Richard est devenu une sensation médiatique. La société a eu du mal à se remettre du scandale, sa réputation gravement endommagée. Richard lui-même est devenu une honte nationale. Condamné pour plus de 200 chefs d'accusation, notamment la possession de matériaux explicites, la fraude par fil, l'espionnage d'entreprise, le vol et l'extorsion. Il a été condamné à 25 ans de prison avec un minimum de 20 ans pour une bonne conduite. Sa femme a divorcé de lui et de ses enfants, coupé tous les liens, le laissant complètement isolé. Richard a tout perdu quand il a traversé la mauvaise personne. Dans une note secondaire, Ellie est devenue des dommages collatéraux lorsque la nouvelle de sa liaison avec Richard a étiqueté le pédophile de la Saint-Valentin, divulguée au public.
L'histoire a été récupérée par plusieurs grands médias nationaux, et en quelque sorte ces sites ont été piratés, ce qui a fait devenir viral de l'histoire pendant plus d'une semaine. Les gros titres ont détaillé son infidélité et son lien avec Richard, le surnom provenant de son arrestation du 14 février. Bonne Saint-Valentin, Ellie. La photo d'Ellie, l'adresse d'accueil, le lieu de travail et les détails de son divorce ont été exposés. Elle ne pouvait aller n'importe où sans endurer des commentaires durs et des cages de jugement. Les retombées lui ont finalement coûté son emploi en tant qu'infamie de l'affaire a fait d'elle une responsabilité. Ses perspectives de carrière semblaient sombres et ses options de rencontre semblaient limitées aux personnes douteuses avec des intentions moins qu'honorelles. Parfois, le karma a sa façon de régler les scores. Au-dessus peut-être, mais il a pris ma femme, a brisé 6 ans d'un bon mariage, a détruit sa propre famille, a dévasté sa femme et ses 2 enfants, terni son nom de famille et a quitté Ellie, une femme autrefois bonne, divorcée, déprimée et brisée à la suite. La vengeance était justifiée. Quand je repense à ces mois, la trahison, le chagrin et le chaos qui ont suivi, j'ai l'impression de me souvenir de la vie de quelqu'un d'autre. Un étranger éloigné qui portait mon nom et mon visage, mais a été complètement consommé par la douleur et la rage. J'ai depuis appris que le chagrin peut conduire une personne à l'extrême, mais elle offre également la possibilité de reconstruire, de forger une nouvelle identité des cendres de votre ancienne vie. C'est ce que j'ai fait. Après avoir quitté Ellie et coupé les liens avec tous ceux qui se sont rabattables à moi, j'ai déménagé à Austin et construit un nouveau chapitre à partir de zéro. Au début, j'étais hantée par ce qui aurait pu être. Vision de la vie dont nous avions rêvé. Une maison, des enfants et l'amour. Mais au fil du temps, ces rêves se sont estompés, remplacés par une compréhension claire de la fragile de ces idéaux, à quel point la confiance pourrait être brisée. Le travail est devenu mon salut. Je me suis lancée dans ma carrière en cybersécurité avec une nouvelle intensité, canalisant chaque once de mon énergie pour devenir le meilleur de mon domaine. Mes efforts ont porté leurs fruits. En 1 an, je travaillais sur des cas très médiatisés. Ma réputation augmente comme quelqu'un qui pourrait protéger les vulnérables et exposer le corrompu. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. J'avais utilisé ces mêmes compétences pour détruire Richard, un homme dont les actions avaient déjà mis les roues de sa chute en mouvement. Je n'étais que le catalyseur. Quant à Ellie, j'entends des choses de temps en temps. Une amie mutuelle m'a envoyé un message des mois après notre divorce, disant qu'elle avait quitté l'État, essayant d'échapper à l'ombre de ses actions. Elle a eu du mal à trouver un travail régulier. Sa carrière autrefois brillante maintenant une victime de ses choix. J'aimerais pouvoir dire que je ressens la pitié, mais tout ce que je peux invoquer est un sentiment de regret en sourdine pour ce que nous avons perdu, pour la femme qu'elle était, et pour l'homme que j'étais avant de me changer. Richard, bien sûr, reste une histoire édifiante. Son nom synonyme de honte et de manipulation. Si son histoire m'a appris quelque chose, c'est que le pouvoir exercé sans conscience conduit inévitablement à la ruine. Sa punition n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de justice, de s'assurer que quelqu'un comme lui ne pouvait plus s'attaquer aux autres. En ce sens, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Si quoi que ce soit, cela a renforcé ma croyance en la responsabilité. Maintenant, des années plus tard, j'ai trouvé la paix, non pas dans une autre relation, mais en moi. J'ai appris à savourer les petites joies de la vie, les moments calmes de solitude, la satisfaction d'un travail bien fait, la liberté de façonner mon propre destin. Je suis venu à comprendre que l'amour, bien que beau, n'est pas le fondement de la valeur d'une personne. Nous nous définissons par notre résilience, notre capacité à nous adapter et à grandir, même face à la trahison. Je ne sais pas si je vais jamais faire confiance à quelqu'un pour se marier à nouveau, et je suis d'accord avec ça. Il reste des cicatrices, des rappels des leçons apprises à la dure. Mais ces cicatrices racontent également une histoire de survie, d'un homme qui a fait face au pire et qui est sorti plus fort, plus sage et plus certain de qui il est. C'est donc là que mon histoire se termine pour le moment. Pas avec une romance de conte de fées ou une victoire triomphante, mais avec une résolution silencieuse. Je suis en paix. Et que j'ai réalisé est la plus grande vengeance de tous.